Cette présentation fait suite à celle qui a été réalisée précédemment donc sur le système d'information géographique. Il s'agit de voir maintenant en quoi le système d'information géographique peut être utile, peut être intéressant véritablement, mais véritablement intéressant. Ok. Et puis, dans un second temps, de comprendre la valeur même de l'information géographique, l'information spatiale. Sachant que l'information géographique est la matière première du système d'information géographique. Si on a envie de réaliser un système d'information géographique, l'une des choses dont il faut disposer nécessairement, c'est l'information géographique. Soit elle est disponible, on l'utilise, soit elle n'est pas disponible, on va la créer, on va la structurer et on va l'utiliser donc dans le cadre du travail que nous allons réaliser. Mais dans un premier temps, cette information géographique, lorsqu'elle est manipulée par l'outil SIG, on se rend compte qu'elle a une importance cruciale. Pourquoi? Tout simplement parce que l'outil lui-même nous permet de l'explorer à partir d'une base de données. Le SIG permet donc l'exploration de cette base de données. Et ça, c'est une fonction qui est fondamentale, qui est essentielle, parce que ça nous permet donc de manipuler des données d'une diversité extrême, d'une abondance extrême, mais quelle que soit la taille de la base de données, l'outil SIG permet véritablement de manipuler, donc d'explorer la base de données. Le deuxième élément fondamental, c'est l'analyse. L'analyse est essentielle dans la mesure où c'est pour l'analyse en réalité que nous faisons le système d'information géographique. Or, en dehors du système d'information géographique, oui, on peut disposer de la base de données, on peut disposer de tableaux statistiques, on peut disposer de fonds de cartes, mais en réalité, vous allez vous-même vous en rendre compte dans le cadre de votre formation. Et si vous n'êtes pas capable de réaliser une analyse des faits, des phénomènes qui sont répartis dans l'espace, vous n'êtes pas capable de remplir une des fonctions, ou bien en tout cas de répondre à une des fonctions essentielles du système d'information géographique, tel que nous l'avons défini dans les vidéos précédentes, dans les cours précédents. Donc, on ne sera pas capable de définir, ou en tout cas d'apporter un appui à la prise de décision. Or, nous avions convenu que la fonction essentielle du système d'information géographique, c'est d'aider le processus décisionnel. Quand on n'est pas capable d'aider le processus décisionnel, le système d'information géographique devient à la limite inutile. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder en repérage, dans la mesure où vous serez des experts du système d'information géographique, vous allez être des experts de la cartographie, ou en tout cas d'autres matières, d'autres disciplines qui sont réunies autour ou bien au sein de la géomatique elle-même. Donc, quelle que soit la spécialité, vous devez être capable d'aider le processus décisionnel. Et quand je parle du processus décisionnel, je l'avais expliqué dans une autre présentation, il ne s'agit pas nécessairement d'une structure étatique. Il peut ne pas s'agir par exemple de l'État, mais il peut s'agir aussi de l'État lui-même, dans ses démembrements, le ministère, les agences, les directions, etc. Vous allez être des techniciens donc, qui vont aider les gens à prendre la décision. En quoi faisant? En les aidant à comprendre la répartition des phénomènes, mais également en allant plus loin, en expliquant tout simplement les facteurs déterminants de cette répartition que vous venez de visualiser sur une carte. Et ça, c'est un élément important du système d'information géographique, l'analyse. L'analyse nous permet donc de mettre en rapport, en relation plusieurs types de données, de faire de sorte que ces données ou bien ces statistiques puissent dialoguer. Et à partir donc de cette mise en relation, on tire des informations fondamentales. D'accord? Qui serait à la limite le troisième point, qui est la synthèse. Donc le SIG permet de synthétiser. Parce qu'à partir de l'analyse que nous faisons de plusieurs données disponibles dans la base de données, on arrive à tirer une information. Et cette information-là, elle est synthétique. Elle est synthétique et de ce point de vue, elle est essentielle. Elle nous permet donc de passer à l'action du point de vue prise de décision, du point de vue gestion des territoires, du point de vue de la gouvernance dans un sens large. Parce que quand on évoque le territoire,
on évoque également quelque part une problématique fondamentale. Cette problématique, c'est celle de la gouvernance, de la gestion des ressources, de la gestion des hommes établis au sein de cet espace qui est approprié. Et donc ça, c'est un élément important. Donc la synthèse, un ensemble d'observations et ou de variables. À partir de ces variables ou de ces infos, plutôt de ces observations, on arrive à tirer une information qui peut être mobilisée pour la prise de décision. Et puis, quand on a fini de faire tout ça, explorer, analyser, synthétiser, le SIG nous permet aussi de présenter le résultat d'un diagnostic. Et ça, c'est également important. Imaginez que nous soyons capables d'explorer, d'analyser, de synthétiser, sans pour autant être en mesure de faire une synthèse et de présenter le résultat de ce travail réalisé. Ça devient tout simplement vain. Or, le SIG nous permet aussi de présenter. On peut présenter sous plusieurs formes. On peut présenter en générant des cartes statiques, c'est-à-dire des cartes qui ne sont pas du tout dynamiques, qui ne bougent pas, qui ne sont pas interactives, telles que la carte classiquement. La carte classiquement, elle est imprimée. Okay? Mais maintenant, avec les outils numériques qui sont disponibles, la carte est beaucoup plus vivante, elle est interactive. On peut mettre des infobulles, on peut mettre des informations, on peut mettre des couches en superposition, on peut cocher, décocher pour faire apparaître ou bien faire disparaître des éléments de l'écran, etc. Donc ça, c'est un mode de présentation que nous utilisons désormais de nos jours. Mais le SIG permet donc de réaliser tout ce travail-là de façon relativement simplifiée. Et donc, ce qui est fondamental, c'est justement l'information géographique. Et donc, il est important aussi, quand on parle de l'information géographique, que l'on puisse s'arrêter, que l'on puisse marquer le pas pour nous dire, enfin, finalement, qu'est-ce que l'information géographique. Bon, on parle de système d'information géographique. Moi, souvent, je fais la remarque selon laquelle, quand on parle de système d'information géographique, ce qui est le plus fondamental, on est d'accord que c'est le tout, parce que c'est le tout et il est englobant. Mais on parle surtout de système d'information géographique en raison de l'information géographique. Parce que s'il s'agit tout simplement de systèmes d'information, on peut en trouver de différentes sortes, disons. Vous allez au sein d'une entreprise peut mettre en place un système d'information, par exemple, qui permet de collecter de la donnée sur les heures de présence, par exemple le pointage de ses employés, quelle heure les employés arrivent, quelle est l'heure où les employés sortent de l'entreprise ou du bureau, et ainsi de suite. On peut également entretenir un système d'information sur d'autres variables telles que les salaires, tels que l'âge, l'expérience, le nombre d'années d'expérience, les capacités techniques, les compétences, etc., les responsabilités qui sont distribuées aux uns et aux autres. Ça, c'est un système d'information géographique, plutôt c'est un système d'information. Pour autant, ce n'est pas un système d'information géographique. Voilà pourquoi je soutiens que dans un SIG, la matière la plus fondamentale, c'est justement l'information géographique. Or, il suffit plutôt de parler tout simplement de l'information géographique pour apporter une particularité au système en question. Parce que quand on parle de système d'information, alors là, ça peut être un fourre-tout. On peut mettre tout ce qu'on veut, dépendamment du type d'outil de système d'information que l'on a envie de mettre en place. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus élargi, c'est beaucoup plus englobant. Mais quand on parle de système d'information géographique, en ce moment-là, ça devient spécifique. Et parce que c'est spécifique, nous devons nous arrêter pour réfléchir à la question très simple de savoir qu'est-ce que l'information géographique. Eh bien, je rapporte juste quelques éléments qui vous permettent de mettre un contenu à l'information géographique. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une information, d'un type d'information qui est relié à une localisation sur la Terre. Cette localisation est exprimée par rapport à un système de référence. Et ça, c'est fondamental. L'information géographique est une catégorie d'information, mais pas n'importe laquelle, mais une catégorie d'information qui est reliée à une localisation. C'est-à-dire que sur Terre, on est capable de pointer l'objet à partir donc des coordonnées dont on dispose, à partir des coordonnées en rapport avec un système de coordonnées de référence qui peut être de type cartographique, qui peut être également de type géographique. Mais dans tous les cas, quel que soit ce que l'on puisse considérer finalement comme système de référence, on en arrive à la conclusion que l'information géographique est la matière première
du système d'information géographique. Cela va de soi. Si on a un système d'information mais sans information géographique, bah, on pourra parler de tout, mais on ne pourra pas parler pour autant du système d'information géographique lui-même. Pour une raison simple, la matière première, c'est l'information géographique. Dans un SIG, les informations numériques sont stockées dans une base de données. Et il faut marquer justement la précision sur les informations numériques, parce que dans une présentation passée, je signalais le fait qu'un système d'information géographique repose sur l'utilisation d'outils numériques. Si on n'a pas, et on a vu même dans les composantes, il faut un outillage, il faut des appareils, il faut des logiciels, il faut respecter un certain nombre de principes et de standards, notamment les standards de la cartographie. Il faut également connaître, avoir des bases techniques pour manipuler donc tout cela. Il faut avoir un logiciel, mais il faut aussi avoir la matière première qui est l'information géographique elle-même. Et toutes ces informations sont regroupées dans ce qu'on appelle la base de données. Et dans le cadre de vos formations aussi, vous allez découvrir de quoi il s'agit quand on parle de base de données de manière générale. Mais c'est le système qui permet finalement, de façon générale, d'organiser l'ensemble des données géographiques dont on dispose de façon cohérente. Et à partir de la base de données aussi, on devient capable de faire des requêtes spatiales, mais en même temps de faire des analyses spatiales, de faire ensuite de la cartographie, de présenter un résultat à partir des analyses que nous aurions réalisées de manière générale. Donc, c'est fondamental. Quand on parle aussi d'information spatiale, il faut reconnaître au moins un certain nombre de choses. On a dit que l'information géographique est reliée à une localisation. Eh bien, on peut avoir en mode de localisation X, Y, éventuellement Z quand on prend l'altitude. À ce moment-là, ce sont les coordonnées du point. On peut avoir coordonnées X, Y. On peut avoir, s'il s'agit par exemple d'un système de référence géographique, on peut avoir la longitude et la latitude de l'objet. Okay? Mais on peut également ajouter une nouvelle dimension, par exemple Z. Ça, pour ce qui est de la localisation, nous avons des coordonnées. Maintenant, quand il s'agit de la forme de l'information spatiale, c'est-à-dire que quand on dit information géographique ou information spatiale, dépendamment, on s'intéresse à la localisation. La localisation, ce sont les coordonnées, le système de référence qui nous permet, à partir plutôt des coordonnées à partir d'un système de référence, qui nous permettent de pointer, de localiser donc l'objet à l'échelle de la Terre. Ça, c'est un des éléments caractéristiques de l'information géographique. Et puis, le deuxième élément de caractérisation, c'est la forme. On parlera de la localisation pour l'information géographique. Où est-ce que se trouve l'objet? Okay? Où est-ce qu'on peut trouver l'objet? Où est-ce qu'on peut localiser l'objet sur Terre? Ça, c'est une caractéristique fondamentale de l'information spatiale. Deuxième caractéristique fondamentale, c'est la forme. Comment est-ce que l'objet se présente sur la Terre, ou bien en tout cas lorsqu'il est représenté sur un support plan? D'accord? S'il s'agit de la carte, comment est-ce que l'objet va-t-il être représenté? Ça, c'est la forme. Et de manière générale, quel que soit l'objet que vous considérez à l'échelle de la Terre et que vous cartographiez, cet objet-là ne sort pas de trois éléments de forme, de trois formats essentiellement. Il s'agit du point, soit l'objet est représenté sous forme de point, okay? Sinon l'objet est représenté sous forme de ligne, sinon encore l'objet est représenté sous forme de surface ou de polygone, ce qu'on appelle polygone, d'accord? Donc voilà les trois formes essentielles de l'information spatiale. On parle également de mode d'implantation. Comment est-ce qu'on implante l'objet en le représentant? On implante l'objet sous forme de point, on implante l'objet sous forme de ligne, on implante l'objet sous forme finalement de polygone, donc c'est-à-dire de surface. Voilà les trois formes que peuvent prendre les objets qui sont représentés donc en rapport avec l'information géographique, l'information spatiale. Et donc par conséquent, dans la base de données, on a cette information, mais également on a une information thématique réunie autour de ce qu'on appelle la table attributaire ou les attributs de manière générale. En fait, il s'agit de l'ensemble des éléments constitutifs finalement de l'objet représenté et qui concourent à déterminer cet objet, c'est-à-dire à lui donner un sens.
Quand on a par exemple un point, il faut savoir de quoi il s'agit quand on parle de ce point. Quand on a une ligne, s'agit-il par exemple d'un sentier de production, s'agit-il d'une voie départementale, soit d'une route nationale, etc. Il faut que l'on arrive à mettre un élément de caractérisation qui permet donc finalement de comprendre l'objet qui est représenté. Et ça, on parle en ce moment-là des attributs de l'information spatiale. Donc la dimension graphique de l'information géographique mérite également que l'on s'arrête et que l'on se questionne de quoi il s'agit exactement. Donc il existe deux modèles de données graphiques, deux manières, d'accord? C'est-à-dire deux manières de représenter graphiquement l'information spatialisée, l'information géographique. Quels sont ces deux modes? Il y a le mode vecteur et le mode raster. Quand on parle de mode vecteur, ça renvoie également quelque part au mode d'implantation des éléments qui sont représentés sur une carte à partir donc du travail à réaliser. Et quand il s'agit de mode raster, cela renvoie à tout ce qui est image, tout ce qui est imagerie dans la base de données, donc, et qui est en rapport avec l'information géographique. Alors, vous comprenez mieux lorsque vous regardez ce schéma de manière générale, et qui transcrit de manière générale comment est-ce qu'on passe de l'image. Il peut s'agir par exemple d'une image satellitaire, il peut s'agir d'une image de drone ou de toute autre image qui peut être utilisée pourvu que cette image soit dotée de références, de coordonnées géographiques, donc que cette image puisse être utilisée dans une base de données spatiale. Et donc on passe du mode raster au mode plutôt du mode réel. Ensuite on a des vecteurs, mais on a en même temps des rasters. Si vous voulez aussi, on peut avoir à partir du raster, on peut arriver à des vecteurs représentant le monde réel. Donc s'il s'agit par exemple, vous prenez une case, okay, c'est ce que vous voyez dans cette image. Si vous prenez une case par exemple, là ça peut être représenté sous forme de points. On dira que l'élément, l'objet est représenté à tel endroit et en ce moment-là on peut mettre un point. Au niveau de la légende de la carte, on mettra ce que représente cet objet sur la carte, mais également ce qu'il décrit dans le monde réel. Sinon, on a par exemple un cours d'eau. Le cours d'eau peut être représenté par la ligne, et c'est ce que vous voyez ici. Donc la ligne elle-même peut être utilisée pour représenter un objet qui s'allonge dans l'espace. Et vous avez également par exemple une forêt. Okay? La forêt, elle est délimitée. Et parce qu'elle est délimitée, en ce moment-là, on peut savoir où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, ou en tout cas, on peut avoir la circonférence, la surface de manière générale. Parce que nous avons la surface, en ce moment-là, on parlera de polygone. Donc le point, la ligne et le polygone constituent des vecteurs. Et donc l'image de base qui a été prise à partir du monde réel constitue ce qu'on appelle le raster. Donc quand on parle de raster, ça renvoie à l'image. Quand on parle de vecteur, ça renvoie aux éléments de mode d'implantation, en l'occurrence le point, la ligne et le polygone. D'accord? Donc c'est important et c'est ce qu'on voit aussi à partir de cette image, la distinction entre raster et vecteur. On se rend toujours compte qu'à partir d'une image, on peut relever, okay, à partir de faire un travail qui s'appelle la vectorisation, et comme le nom l'indique, ça nous permet d'avoir des lignes comme on en a ici, d'accord? Ça nous permet d'avoir des points, d'accord? Il peut s'agir par exemple des lieux, il peut s'agir d'objets repérés plutôt dans l'espace, etc. Et puis ensuite on peut avoir aussi des polygones, okay, des surfaces dont on est capable d'avoir par exemple de calculer des superficies, exemple. Okay? Et par conséquent, tous ces éléments-là sont représentés dans la base de données, et qui est un élément important également qui nous permet de travailler convenablement dans le cadre du système d'information géographique. Ça également, c'est une image qui reprend le même, plutôt qui nous montre la même chose, mais surtout à partir de l'extraction des couches, ce qu'on appelle les layers en anglais. D'accord? Donc, à partir de l'image, on peut créer plusieurs couches à partir tout simplement du processus du travail de vectorisation. On peut parvenir à identifier les surfaces, okay, les polygones, et donc à les vectoriser. On peut parvenir à avoir par exemple des chemins, des voies de communication dans un sens large. À partir de l'image, on peut les vectoriser sous format de lignes, et on peut avoir également des éléments
avec une représentation ponctuelle, c'est-à-dire qui n'ont pas de superficie, que l'on représenterait, mais qui ne s'allongent pas non plus, mais qu'on peut représenter à ce moment-là par des points sur une carte. C'est ce qu'on appelle la vectorisation. Donc vous avez la notion de couche. Alors la notion de couche, quand on parle de SUG, est extrêmement importante. Pour une raison simple, c'est parce que nous disposons des couches de données que nous sommes capables de faire des analyses extrêmement poussées. Vous prenez par exemple le contraire, par exemple, d'une carte ou bien des cartes avec S qui sont imprimées, plus vous les mettez en superposition, plus vous perdez la visibilité des cartes qui sont derrière. Voilà. Parce que tout simplement, elles ne sont pas transparentes. Les papiers que vous utilisez ne sont pas non plus transparents. À moins que, je l'avais expliqué, à moins que ce soit par exemple des papiers calques. Et même lorsqu'il s'agit de papier calque, si vous en mettez plusieurs en superposition, vous risquez de perdre la transparence de façon progressive. La conséquence c'est quoi? La conséquence c'est qu'il arrive un moment où on ne voit plus ce que contiennent les cartes qui sont derrière la première que vous êtes en train de regarder, donc que vous projetez donc à votre interface. Ça, c'est un élément de différenciation extrêmement important, n'est-ce pas? Et pourquoi? Tout simplement parce que ça nous renvoie à la notion de couche. Vous pouvez avoir sur un SUG autant de couches que vous souhaitez, mais vous pouvez également les mettre en superposition autant que vous le souhaitez, sans pour autant perdre nécessairement la transparence, parce que vous pouvez à tout moment, lorsque vous perdez la transparence, ou bien si vous risquez d'arriver à des confusions, vous pouvez tout simplement décocher certaines couches et laisser apparaître d'autres, et donc parvenir au résultat que vous souhaitez avoir finalement dans le cadre de votre travail. Et ça crée une relation dynamique entre ces couches-là, parce que ça nous permet d'avoir, imaginez, vous avez une couche qui parle d'hydrographie, de tout ce qui est eau, de ressources hydriques au sein de l'espace ou du territoire que vous êtes en train de cartographier. Vous pouvez avoir pour des données qui sont en rapport avec la population, il peut s'agir de l'habitat, il peut s'agir de la démographie, il peut s'agir de l'éducation, il peut s'agir de la santé de manière générale. Bref, quel que soit en fait le secteur ou la problématique, le questionnement que vous soulevez, que vous êtes en train de diagnostiquer, vous pouvez avoir une couche distincte. Et par conséquent, dépendamment du type de besoin ou du type de questionnement que vous formulez, vous superposez les couches tout simplement et vous arrivez à une synthèse. Cette synthèse-là, ça vous permet donc de tirer des conclusions et donc de bâtir, de construire un raisonnement sur cette base. Et ce raisonnement-là va être nécessairement intéressant parce qu'il va être basé, il va reposer sur des données factuelles, il va être reposé sur une analyse sans complaisance parce que réalisé de façon rigoureuse par un outil aussi pertinent que le système d'information géographique. Donc, les couches sont fondamentales, les couches sont essentielles, les couches de données sont véritablement une matière première extrêmement intéressante parce qu'elles nous permettent de structurer la donnée de façon différenciée, mais elles nous permettent également de faire des analyses sur la part d'importation de telle couche, de telle autre couche, de telle autre couche, et de traitement que nous pouvons réaliser à partir des différentes couches qui sont superposées avec le système d'information géographique. Et donc, parce que nous sommes aussi capables de faire ces traitements-là, nous sommes capables donc désormais de passer de la réalité aux données. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans le système d'information géographique. Pour une raison simple aussi, parce qu'on peut partir de la réalité composée de phénomènes, et ces phénomènes sont des objets tangibles, par exemple une maison, par exemple des champs, un événement tel qu'un accident, un être vivant tel qu'une personne, un concept tel qu'un lot, etc. Donc ça, ce sont énormément de phénomènes que l'on peut retrouver sur un système plutôt dans le monde réel, dans la réalité au quotidien, que l'on peut modéliser donc par classe d'objets. En ce moment-là, on crée ce qu'on appelle les entités. Une maison, ça peut être une entité. Un champ peut être une entité. Une forêt peut être une entité. Bref, on a donc ces entités-là qu'on appelle aussi des classes d'objets. Ces classes d'objets sont décrites sous forme d'attributs et mais également peuvent être exploitées sous forme de plusieurs opérations. En termes d'attributs, on peut avoir par exemple des spéculations culturelles. On peut dire ce champ-là abrite des cultures de manioc. Celui-ci abrite de l'arachide. Celui-ci
à une autre spéculation. Donc, dépendamment du champ qui est observé, on peut avoir donc des attributs extrêmement différenciés. Et par conséquent, à partir des données qui sont collectées, qui sont structurées, on peut faire des calculs tels que le rendement à l'hectare, on peut faire des calculs extrêmement différenciés, mais qui contiennent ou qui produisent finalement ce qu'on appelle la donnée. Et les données, dans un SUG, sont structurées dans une base de façon cohérente, de façon logique, de sorte qu'on est capable, à partir de plusieurs requêtes que l'on peut faire sur la base de données, de produire finalement, à partir de cette donnée-là, de produire une information. Exemple, également, on peut avoir deux, mais quand on est dans un tableau, par exemple, on se dit, ok, on prend un tableau où il y a des hommes ou des femmes, des personnes de sexe masculin et des personnes de sexe féminin. On peut se dire, par exemple, ok, on peut mettre en colonne et en ligne des variables. On peut avoir, par exemple, sexe féminin, on donne une valeur, sexe masculin, on donne une valeur. Si pour les femmes, on donne, par exemple, 30%, pour les hommes, on met 70%. En ce moment-là, l'information que l'on en tire en lisant ce tableau, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Quand je dis il y a plus d'hommes que de femmes, en ce moment-là, ce n'est pas chiffré, c'est une information. Mais quand je dis qu'il y a 70% ou en tout cas 70 hommes et 30 femmes, à ce moment-là, je fournis une donnée. D'accord? Donc l'information est un produit résiduel de la donnée elle-même et elle provient de la lecture, de l'interprétation de la donnée. Mais la caractéristique fondamentale dans un SUG pour ce qui concerne les données, c'est qu'elles sont nécessairement géoréférencées. Le géoréférencement est une opération qui consiste à attribuer des coordonnées références donc à un objet. Des coordonnées de type carto, de type géographique, etc. à un objet bien défini et dépendamment aussi d'un système de coordonnées de référence auquel on se référerait. Donc géoréférencer consiste à attribuer les coordonnées cartographiques à un thème à l'aide de points de calage. Il peut s'agir d'une image en mode raster que l'on peut utiliser. Il peut s'agir aussi d'un thème en mode vecteur. Par exemple, vous avez des lignes, vous avez des surfaces, vous avez des points sur une couche. La couche elle-même existe donc déjà, donc par conséquent, elle est dotée de coordonnées de référence. On peut s'en servir, tout comme on peut se servir d'une image satellite, par exemple, dotée aussi de coordonnées, pour faire l'opération que l'on appelle le géoréférencement, c'est-à-dire attribuer des coordonnées cartographiques à un thème à l'aide de points qui existeraient donc à partir du support que l'on utilise. Les objets sont repérés dans un référentiel spatial. Alors en général, on parle de deux référentiels. La référence géographique, longitude, latitude, et la référence cartographique. En ce moment-là, il renvoie au système de projection tels que UTM, Lambert, etc. Il en existe plusieurs, mais notez également pour quand on parle par exemple des systèmes de coordonnées, plutôt de projection, il en existe des centaines ou voire des milliers, mais aucun d'entre eux finalement n'est fiable à 100%. Il y a toujours une marge d'erreur parce qu'en fait, il y a soit des déformations d'angle ou sinon des déformations de surface. Voilà pourquoi quand vous prenez également un système de projection, que si vous voulez caler par exemple un GPS, prendre des coordonnées sur le terrain, il faut toujours se référer au système de coordonnées de référence utilisé dans le pays où vous vous trouvez, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Vous prenez UTM par exemple avec Mercator, la décomposition donc de la surface en 60 bandes verticales nous incite finalement à penser que quand on sort de telle bande, il faut également recaler les coordonnées de son GPS, en tout cas de l'outil que l'on utilise pour collecter de la donnée. Et cela va de soi. Mais de manière générale, ce que l'on retient, c'est que vous avez un référentiel spatial auquel vous devez finalement vous fier pour faire le travail de collecte de données que vous devez faire. Maintenant, en termes d'utilité, le SUG, vous vous en doutez finalement, parce que quand on parle de tout ce qu'on vient de voir même dans les autres présentations, on peut se rendre compte que le SUG est un outil extrêmement fort. Et je pense que lorsqu'il est appliqué dans des contextes comme les nôtres, où l'on parle par exemple de décentralisation, où l'on parle de développement territorial, où on parle par exemple de collectivités qui puissent être capables d'être durables, d'être viables, d'être porteuses du développement, moi je pense qu'il faut également mettre en place des outils
qui permettent de relever les défis. Et parmi ces défis-là, il y a celui qui est extrêmement fort, qui reste en rapport avec la maîtrise de l'information territoriale, de l'information géographique, l'information spatiale de manière générale. Et c'est important. Tant qu'on n'est pas capable de maîtriser les informations sur un territoire, on va continuer d'avoir des problèmes pour planifier le développement de ce territoire. Tout simplement parce qu'on ne va pas maîtriser tous les facteurs, on ne va pas maîtriser la répartition des hommes, des activités, des phénomènes, la gestion des problèmes, des manquements, des défis, etc. On ne peut pas spatialiser finalement les éléments de la vie au sein de ce territoire et les éléments physiques, les éléments humains, etc. On ne va pas avoir des éléments pour travailler, tout simplement, on n'aura pas d'éléments. Et heureusement qu'il y a le SIG qui propose également des fonctions qui sont fondamentales, qui nous permettent de relever les défis dont je parlais tout à l'heure. Tout simplement parce que le SIG permet, avec les fonctions dites de 5A, donc ces fonctions sont rangées en 5A pour permettre une compréhension et de les retenir très facilement. Mais il y a le fait que l'acquisition, acquérir, le SIG permet d'acquérir. D'acquérir quoi? D'acquérir des données. Voilà, on peut utiliser un SIG pour acquérir des données, on peut faire un traitement d'image, donc on peut faire de la vectorisation, mais également on peut saisir des informations et de la métadonnée donc dans un SIG. Donc ça permet de renseigner la base de données. Et quand la base de données est extrêmement bien faite, en ce moment-là, on peut faire des traitements très avancés, des traitements très fiables qui nous permettent de nous décider, de nous convaincre sur le travail, plutôt les questions auxquelles il convient de répondre. L'acquisition est fondamentale. Le SIG permet la saisie, la numérisation, ou bien d'importer d'autres données externes, d'accord, que l'on peut utiliser ensuite pour faire le travail. Donc, premier élément important des fonctions dites de 5A, c'est l'acquisition de données que le SIG nous permet de faire de façon relativement simple. Le SIG permet d'archiver par la structuration, le stockage, l'organisation des données. Donc, dans une base de données, on peut archiver de la donnée. On peut faire, donc, parce qu'on est capable d'archiver de la donnée, on est capable donc de faire un traitement multivariable. On peut faire également un traitement diachronique, on peut faire un traitement n'importe lequel, qui nous permet finalement de remonter le temps, qui nous permet de comparer des données, de suivre une évolution d'un phénomène, donc dans le temps, mais également dans l'espace. Mais en même temps, le SIG nous permet, plutôt à partir du système de base de données, de gestion de base de données et de l'archivage, de mettre à jour continuellement une base de données, c'est-à-dire de collecter périodiquement, suivant une périodicité bien définie, on peut collecter de la donnée, mettre à jour la base de données, donc archiver progressivement ces données-là pour servir de base de comparaison dans le temps et dans l'espace, et donc d'en faire des traitements intéressants pour le processus décisionnel. Mais toujours avec les fonctions 5A, le SIG permet l'accès. On peut accéder à la base de données. En ce moment-là, on peut éditer, on peut gérer, on peut interroger, faire des requêtes, faire des analyses, etc. Et l'analyse constitue le 4e A, en l'occurrence la cartographie. On peut faire de la simulation, on peut faire des traitements, on peut modéliser, on peut faire plein de choses sur la base de l'analyse des données qui sont stockées dans une base de données de type SIG. Et enfin, quand on a fini de faire la cartographie, quand on a fini de faire les traitements spatiaux, plutôt l'analyse spatiale, quand on a fini de faire la modélisation, on procède à ce qu'on appelle la restitution, l'exportation et donc l'affichage. Et l'affichage constitue le 5e A des fonctions dites 5A du SIG. Donc on peut afficher des données spatialement référencées. Donc bref, le SIG a une utilité remarquable qui nous permet de travailler, de gérer pas mal de problèmes dans les différents territoires. Donc à faciliter la réponse à de nombreuses questions que l'on se pose. C'est ça l'utilité donc du SIG. Exemple de questions, la liste n'est pas exhaustive. On peut dire quelles sont les parcelles concernées par une inondation éventuelle. Par exemple, la région de Dakar, pendant plusieurs années successives, a connu des épisodes ou en tout cas des inondations à répétition aussi, qui ont causé énormément de problèmes, qui ont fait dépenser énormément de ressources financières à l'État, qui ont même déplacé des populations d'une zone A vers des zones B, C, etc.
Donc il y a énormément de problèmes. Et donc quand on met en place un SUG, on est capable donc de savoir à partir des traitements que l'on réaliserait, quelles sont les zones qui sont susceptibles d'être inondées. En fonction des données dont on dispose, on est capable de répondre à telle et telle autre question. Ça, c'est un élément. Quelles sont les zones qui sont sensibles en cas d'épidémie? Voilà, aujourd'hui, on parle de pandémie de la COVID-19. On peut, finalement, à partir des données, et même si vous regardez ce qui se passe sur Internet, dans les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de dire que le matériau, ou en tout cas, l'élément, le produit le plus partagé en rapport avec la pandémie, en dehors de toutes ces affiches-là qui nous disent, qui parlent des gestes barrières, il s'agit tout simplement du produit cartographique. Que ce soit pour le Sénégal, que ce soit pour le cas africain, que ce soit pour le cas des autres pays à l'échelle mondiale, on se rend compte que la carte a été extrêmement utilisée dans la gestion de cette pandémie. Et pour le cas du Sénégal, il y a un groupe de jeunes réunis qui font de la consultation, qui font des prestations qui sont extrêmement brillants, mais qui se sont proposés également de faire une cartographie à la limite statique, mais également en même temps dynamique en utilisant des données spatiales, en utilisant des imageries disponibles telles que Google en ligne, mais qui font un travail remarquable et qui s'appelle Geoconsulting Service. Ces gens-là, ils font un travail extrêmement remarquable justement de partage de l'information géographique à travers une cartographie extrêmement remarquable, mais dynamique seulement parce qu'en même temps mise à jour quotidiennement, dynamique mais en même temps parce qu'ils produisent des cartes interactives qui, lorsque vous pointez, vous donnent également des résultats de la collecte de données dans telle région, dans tel continent, etc. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc la carte aujourd'hui se retrouve reprojetée ou projetée au devant de la scène. Ça a toujours été le cas, on a toujours eu besoin de connaître où se trouvent les hommes, où se trouvent les activités, où se trouve la bonne prairie, où se trouve le gibier, où se trouve l'eau, où se trouve voilà, le danger, etc. Ça, de quelque manière que ce soit, les gens ont toujours eu besoin de répondre à ces questions. Mais aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est l'évolution du monde. Ce qui est remarquable, c'est l'évolution des technologies numériques qui nous permettent de travailler autrement, de produire avec davantage d'efficacité, de produire de façon beaucoup plus rapide et encore mieux. C'est ça qui est remarquable. Et autre question à laquelle on peut répondre toujours avec un sujet, qu'est-ce qui a changé dans la zone depuis 1961? Bon, je prends un repère 1961, mais ça, il peut s'agir d'une autre date. Dépendamment des problèmes qui sont posés, dépendamment des préoccupations qui sont spécifiques finalement à telle ou telle autre zone. On peut avoir par exemple des questions extrêmement variées. Mais quel que soit le type de questionnement que l'on est appelé à gérer, le SUG permet de traquer l'évolution du phénomène. C'est-à-dire que si on est en 2020, aujourd'hui que je fais cette présentation, et que l'on s'intéresse à un phénomène dans le temps et dans l'espace, il suffit tout simplement d'avoir une base de données à référence spatiale, de bien l'entretenir, de renseigner cette base de données pour pouvoir faire les traitements de façon comparée, de façon comparative, et puis de parvenir à une information bien structurée. Autre question, quel est le chemin le plus rapide pour aller de la caserne des pompiers à l'incendie? Ça peut être intéressant. Voilà pourquoi aussi je dis souvent que nous sommes dans des pays où tout est à faire. Si vous allez dans des pays développés, bon, les gens ils sont beaucoup plus avancés dans l'utilisation de ces outils. Ce n'est pas forcément le cas chez nous où les gens s'occupent beaucoup plus de politique, de parler de choses futiles, sordides parfois, et ne s'intéressent pas à comment mobiliser les outils que nos jeunes sont capables d'utiliser, que les jeunes sont formés, ils ont du talent, ils ont également la volonté de démontrer qu'ils sont capables, ils sont prêts à s'engager pour apporter leur contribution au développement des territoires, mais le seul bémol c'est qu'ils ne sont pas utilisés, Et puisqu'ils ne sont pas utilisés, par conséquent, les gens font de la débrouille dans les mairies. Je parle des mairies parce qu'on est dans une logique de communalisation intégrale. Le territoire sénégalais est découpé désormais sous forme de communes, et donc de collectivités territoriales de manière générale. Mais ce qui est constant, c'est qu'on n'utilise pas les ressources qui sont disponibles techniquement, donc les ressources techniques en tout cas, qui sont disponibles au sein des territoires. Par conséquent, les gens continuent de faire du tâtonnement, du pilotage à vue, les gens continuent de fonder la décision sur du feeling, sur des calculs partisans, sur
des choses qui ne permettent pas finalement d'avancer. Or, les outils sont disponibles, la technique elle est disponible, les ressources humaines, c'est-à-dire vous-même, vous les jeunes qui êtes capables finalement de relever ces défis-là du développement territorial, vous êtes également disponibles. Vous pouvez bénéficier, si vous vous êtes engagé, donc d'accompagnement de nous autres qui sommes des enseignants, qui sont disponibles, qui sont payés, plutôt qui sont payés pour finalement apporter cette contribution donc au développement de nos territoires, en plus de l'enseignement qui fait partie donc de nos charges principales. Mais je suis en train finalement de dire que le SUG, tout comme d'autres outils, ce n'est pas le seul outil exclusivement, il y en a plein aujourd'hui dont on peut s'approprier, notamment quand on interroge la problématique du développement des outils numériques dans nos territoires. Il y a énormément d'opportunités. Donc quand je prends l'exemple des sapeurs-pompiers, c'est juste un exemple parce que bon, après quand on appelle les sapeurs, on est obligé de leur expliquer longuement parfois où est-ce que se trouve l'endroit donc de l'incendie. Le temps qu'ils arrivent eux-mêmes, ils sont en train de s'engager sur des embouteillages parce qu'il n'y a pas de système d'alerte, il n'y a pas de système finalement qui permette, et continuellement mise à jour, je veux dire, qui permettent par exemple de prendre des raccourcis, de calculer le chemin le plus rapide, etc., de contourner des embouteillages potentiellement, etc. Ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est cloisonné. Par conséquent, ce n'est pas du tout développé dans nos pays. Par conséquent, on continue de vivre ces genres de problèmes qu'on aurait pu quand même dépasser au XXIe siècle. Autre question fondamentale, c'est où implanter des postes de santé. Ça aussi c'est important en fonction de plusieurs variables, population, accessibilité, etc., accessibilité physique mais accessibilité financière. On peut finalement se poser des questions et répondre avec le système d'information géographique. Quelles sont les zones favorables à la culture du riz? C'est également une autre question. Une autre question peut consister également à dire comment évolue la déforestation de 1980 à aujourd'hui. Donc, à partir des données dont on disposerait, on est également capable de superposer, de faire des analyses et donc par conséquent de tirer des informations extrêmement précises sur l'évolution de n'importe quel type de phénomène, y compris la déforestation. Donc, avec le SIG, on a plusieurs possibilités. Donc, pour faire court, on a la possibilité de disposer des objets dans un système plutôt géoréférencé. On a la possibilité de convertir les objets graphiques d'un système à un autre. Techniquement, c'est possible. Le SIG facilite la superposition de cartes de sources différentes sous format tout simplement de couches. On peut importer plusieurs couches en traitement. On peut décocher, on peut cocher. Dépendamment de ce que l'on décide de faire, on est capable finalement de produire une analyse spécifique et donc de répondre à des questions spécifiques. Le SIG permet également l'extraction de tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'une route. On peut faire par exemple du buffer. Quand on fait le buffer, et vous allez le voir dans les cours de SIG, vous calculez par exemple à partir de tel point et comparativement à telle distance, vous pouvez décider finalement de recouvrir l'ensemble des objets qui vous intéressent à partir de telle distance donnée, par exemple d'une route, d'un village, etc. Mais ça, c'est vous qui définissez. Mais ce qui est essentiel, l'objet du message, c'est quoi? C'est que le SIG permet finalement d'extraire des objets géographiques situés à une distance donnée d'une route. Je peux donner un exemple. Supposons que l'on dise, ok, dans le cadre d'un programme de financement, on cherche à implanter un CM. Ok, mais dans la commune, au sein de la commune, on ne sait pas quelle est la localité qui doit abriter le CM. D'accord? Si on dispose des données spatiales, des données géographiques, donc au niveau de la commune, dans les différentes variables disponibles dans la base de données, on peut faire un traitement, donc extraire les villages ou bien en tout cas les localités les plus intéressantes, ou bien les villages les plus intéressants. En quoi faisant, on peut implanter. On sait qu'un CM mérite une fréquentation. Et pour que la fréquentation d'un CM puisse être assurée, il faut au moins des écoles primaires, cela va de soi. Parce que ce sont ces gens-là qui vont quitter le CM2, d'accord, la classe d'examen de l'école primaire. Ils vont s'acheminer vers la 6e, la première classe, donc d'un CM, au collège. Donc on a besoin nécessairement d'école primaire pour avoir un CM. Donc ça, on peut prendre comme critère de sélection et donc de tri. On peut prendre par exemple la couche éducation, en tout cas
écoles, d'accord, au niveau de la commune. Mais on a besoin également d'une masse relativement importante de population pour assurer au moins la viabilité du CM. Si c'est pour un CM pour, par exemple, 50 élèves, pour 30 élèves, bon, on va se poser tout de suite la question de savoir est-ce que ça vaut la peine. Ok? Si c'est un nombre beaucoup plus petit encore, bon, là c'est beaucoup plus démotivant. Donc on peut prendre comme variable taille démographique, donc de la localité ou bien des localités aux alentours de l'endroit où on mettrait potentiellement, on installerait potentiellement le CM. Ça c'est également important. Mais toujours en termes de fréquentation que l'on doit garantir au CM, il faut veiller par exemple aux voies de communication. On va se dire aucun village ne sera considéré, ne pourra abriter le CM s'il ne se trouve pas à moins de 1 km maximum ou bien 5 km maximum d'une voie de communication. Ok? Par conséquent, on va embrasser et voilà, donc là on peut récupérer plusieurs critères à brasser et ensuite sur cette base on fait une extraction, on fait un buffer et donc on va récupérer l'ensemble des villages qui répondent à ces critères. Donc si vous voulez, on peut peut-être passer d'une masse importante de villages à un nombre réduit de villages qui sont éligibles. Et à partir de ces villages éligibles, supposons qu'on passe par exemple de 37 à 5 villages, ou bien de 37 à 8 villages, de 37 ou de 39 villages à 5 villages. En ce moment-là, on a fait un tri, on a sélectionné. Donc, et sélectionner, c'est renoncer, remédier donc à d'autres options. Donc, on a identifié potentiellement les villages qui pourraient abriter le CM. Maintenant, la discussion va être orientée, va être centrée uniquement autour de ces villages et non pas autour des 37 ou 39 villages de départ. Vous voyez, ça, c'est une fonction extrêmement importante, c'est une possibilité que nous offre le système d'information géographique et c'est important. Le SIG nous permet aussi de fusionner des objets ayant une caractéristique commune. Par exemple, toutes les maisons raccordées à un réseau d'eau potable. Tenez, voilà, on parle d'eau potable actuellement avec Sen'Eau. Les villes de Dakar ont énormément de problèmes et même à l'intérieur donc du pays, on a des problèmes d'approvisionnement en eau potable présentement, donc c'est la galère. Donc, avec un SIG également, on peut gérer ces genres de réseaux. Okay? Et c'est important que vous le sachiez, c'est important que vous vous donnez également la peine de pouvoir savoir comment est-ce que cela se fait, comment est-ce qu'on utilise un SIG, comment est-ce qu'on met en place un SIG. Et aujourd'hui, donc, les possibilités sont données à quiconque voudrait s'intéresser, en tout cas à ces questions-là de compétences techniques, mais de compétences techniques très très spécifiques qui sont essentielles, donc de pouvoir également faciliter l'intégration professionnelle. Donc ça c'est vraiment important de savoir comment est-ce qu'on fait la cartographie automatisée, comment est-ce qu'on fait le SIG, comment est-ce qu'on fait de la télédétection donc pour structurer des données, etc. Voilà, il y a plein de questions, mais dont les réponses sont également disponibles et relativement faciles donc d'appropriation. Le SIG permet aussi de définir des zones en combinant plusieurs critères. Par exemple, on peut définir des zones inondables en fonction de la nature du sol, du relief, de la proximité donc d'un cours d'eau tel qu'une rivière. Bref, les possibilités sont énormes avec le SIG. Maintenant, en termes d'utilisation, du domaine d'utilisation du SIG, et ça revient donc à la question de départ. Voilà pourquoi je vous disais qu'on va terminer par les travaux que vous avez réalisés. Et c'est important finalement de s'interroger sur les domaines d'utilisation du système d'information géographique. Alors, de manière générale, on peut extrapoler justement l'utilité du système d'information géographique à plutôt tous les domaines. En tout cas, à tous les domaines où le besoin se fait sentir et où on est capable finalement de mobiliser les SIG pour répondre à ce besoin-là. Donc ça veut dire que les possibilités sont extrêmement énormes. Les possibilités sont énormes, mais également les domaines d'utilisation sont diversifiés. Exemple, je prends juste des exemples, vous voyez que je termine par etc. La liste n'est pas exhaustive. La planification urbaine mobilise le système d'information géographique. Les transports peuvent mobiliser le système d'information géographique. Aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui sont disponibles pour nous permettre de gérer finalement nos espaces urbains. Or, on retrouve juste des outils tels que les SIG et d'autres encore, des outils de planification donc de la ville dans certains services. Mais le constat général, c'est que c'est très limité, c'est très rare
très confinés, donc pas facile d'accès. Donc ce n'est pas des outils grand public, donc l'information même grand public n'est pas du tout disponible, de sorte que la personne peut rester pendant longtemps dans un arrêt bus sans pour autant savoir quand est-ce que le bus va arriver, où est-ce que se trouve le bus, etc. Parce qu'il n'y a pas de système de géolocalisation embarqué dans les bus, il n'y a pas d'application très développée. Bon, il y a des applications telles que Talibi, donc des choses comme ça, qui permettent finalement de donner de l'information sur les transports, sur la mobilité de manière générale, donc en ville, mais qui ne sont pas aussi développées que ça, et où il y a également énormément de limites. D'accord? Le SIG peut être utilisé dans le domaine de l'hydrologie, de la foresterie, de la protection civile, des télécoms, etc. Bref, le message c'est que les domaines d'utilisation sont extrêmement élargis, sont très vastes. Les avantages le sont également tout autant. Autant les domaines sont vastes, autant les avantages sont également diversifiés. On a de l'information stockée de façon claire et définitive. Quand on a une base de données, tant qu'on ne l'a pas perdue, tant qu'elle n'est pas détruite, on a l'information qui est stockée de façon claire, hiérarchisée, de façon logique, de façon cohérente, d'accord, de façon compréhensible et de façon définitive. C'est-à-dire que tant que nous avons la base de données, nous avons accès à ces informations tant qu'elles ne sont pas corrompues ou tout simplement supprimées. Nous avons aussi comme avantage la gestion d'une multiplicité d'informations attributaires, de données attributaires sur des objets qui se retrouvent dans notre base de données. Une multitude. Dans une base de données, on peut trouver énormément d'objets, mais dont les attributs sont renseignés de façon cohérente, logique, claire, et donc perceptible, utilisable par quiconque a accès à cette base de données. L'autre avantage, c'est que nous avons la possibilité de comprendre beaucoup mieux les phénomènes, et par conséquent, donc, de prévoir, de faire des prévisions de risques. C'est ça l'utilité. Je parlais des inondations, je parlais par exemple de la planification urbaine, de la pollution, la qualité de l'air, énormément de choses qui, lorsque nous avons des données, peuvent être étudiées de façon extrêmement lucide, de façon extrêmement poussée, pour nous permettre finalement de comprendre les phénomènes autour de ces objets. On a également la possibilité de conception très rapide de cartographie. Je me rappelle en 2004, lorsque je faisais mon mémoire de maîtrise, la cartographie de la zone où je faisais mon étude, en l'occurrence Ouagouniaï, à Dakar, la cartographie avait été utilisée de façon manuelle. Nous sommes partis à la DPS. La DPS, c'était la direction de la prévision et de la statistique. J'ai utilisé les DER, les districts de recensement. On nous avait donné des papiers calques qui contenaient ces DER. Donc, on avait isolé la zone de l'étude. Et à partir de ça, donc, nous avons fait la collecte de données et rempli les cartes manuellement. Vous voyez que la marge d'erreur est extrêmement élevée, beaucoup plus qu'en tout cas quand on utilise un système informatisé. D'accord? Désormais, le SIG nous permet de faire de la carte, mais de façon beaucoup plus rapide. Voilà pourquoi je dis à mes étudiants, à l'ère où nous sommes, moi je n'accepte pas qu'un étudiant me présente une cartographie manuelle. S'il s'agit par exemple d'un schéma qui n'a rien à voir avec la cartographie, qui nous permet de comprendre un phénomène, à ce moment-là, on peut être accepté. C'est même encouragé de faire de la schématisation, de faire des diagrammes tels que les diagrammes de veine, les diagrammes de flux, de faire des dessins tels que l'arbre à problème, de faire des transects, bref, d'utiliser tous ces outils-là que l'on connaît autour de la MARP, les méthodes actives de recherche participative. Ça, c'est souhaité, ça, c'est encouragé auprès des étudiants. Mais faire de la cartographie manuelle aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Moi, je ne l'accepte pas en tout cas. Je n'accepte pas que mes étudiants me présentent une cartographie manuelle. Même si on me l'avait accepté en 2004, mais entre 2004 et maintenant, vous voyez, quand même, il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées. Il y a beaucoup d'outils qui sont désormais disponibles, bon marché, accessibles aux étudiants qui ne l'étaient pas forcément chez nous. Plutôt à notre époque, quand on faisait des mémoires de maîtrise et de DEA, même quand on faisait la thèse en 2009, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et donc, par conséquent, les étudiants doivent savoir mobiliser les outils de leur temps, de leur époque, si vous voulez. C'est important et ça facilite également leur intégration professionnelle. Ça amène également une réduction du temps que l'on passe dans les réseaux sociaux à s'amuser, à faire des choses rigolotes, à partager des choses bidons, débiles, qui ne servent à rien du tout, si ce n'est à faire perdre son temps donc à l'impétrant, qui n'arrive pas forcément à faire bouillir la marmite le soir, parce qu'il aura perdu beaucoup de temps alors qu'il pouvait
mobiliser ce temps-là à étudier, à apprendre de nouvelles choses, développer ses compétences, mais aussi à essayer de voir comment il peut, sur la base de ses connaissances, gagner des revenus, même si c'est des revenus pas colossaux, des revenus quand même qui permettent finalement d'apprendre, d'étudier beaucoup plus sereinement, de pouvoir même se payer un ouvrage, de pouvoir se payer des habits, etc., de pouvoir bien paraître donc, aux gens, donc aller à des rencontres scientifiques, participer, développer son carnet d'adresses, bref, se mettre sur les voies du succès, donc du développement, donc de la réussite sur la base des études, et je vous assure que c'est possible. Autre élément d'avantage, c'est que le SIG nous permet la localisation dans l'espace et dans le temps. Cela va de soi, je suis revenu là-dessus, on ne peut pas s'étaler là-dessus encore. On a la capacité de réaction rapide face à des événements ayant un impact sur le territoire, tout simplement parce qu'on a une connaissance beaucoup plus poussée du territoire lui-même, tout simplement. Parce qu'on a aussi des données qui sont disponibles sur le territoire. On a avec précision de l'information sur les coûts et des bénéfices. Le SIG permet aussi de faire des calculs statistiques. Le SIG nous permet aussi de faire des calculs n'importe lesquels, des calculs du plus simple au plus complexe, mais aussi de visualiser ces données-là sur une carte, c'est-à-dire de permettre de voir la donnée, le résultat de ce traitement dans une zone géographique bien définie. L'autre aspect important aussi en termes d'avantages, c'est qu'on a l'implication de divers partenaires dans les choix d'aménagement. Cela va de soi. Si vous prenez le projet, si vous prenez les programmes de développement, on se rend compte que ce sont des approches qui sont multi-acteurs. D'habitude aussi, ce sont des approches qui peuvent être multisectorielles. Mais dans tous les cas, nous avons donc plusieurs partenaires qui peuvent graviter autour de ce projet ou du programme considéré. Par conséquent, le SIG nous permet aussi de produire donc, des éléments d'information qui permettent une implication beaucoup plus active des partenaires, parce que simplement, chaque partenaire est capable finalement de s'impliquer sur la base d'une information fiable qui lui est parvenue, mais au même titre que les autres, donc concernant des choix d'aménagement que nous serions appelés par exemple à faire. S'il s'agit de l'État, c'est pareil. S'il s'agit des agences de l'État, c'est pareil. S'il s'agit de la collectivité chargée d'aménager son territoire, c'est pareil également. L'idée, c'est ici que les acteurs puissent dialoguer sur la base d'une information partagée, mais sur des bases également de transparence. Et la transparence, elle est importante. Mais la transparence également est une garantie que nous amène le SIG, parce que vous voyez, du temps du président Abdoulaye Wade, on a beaucoup parlé de la collectivité, de la communauté rurale de Mbane. Mbane, elle était réputée parce que c'était la communauté rurale dont on disait qu'elle avait attribué plus de terres qu'elle n'en disposait. Et donc, les études qui ont été réalisées, moi je me rappelle à l'époque, j'étais avec ENA, et donc aussi on avait un projet de développement qui était plutôt un projet de recherche qui était financé par le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme canadien, et qui nous avait permis d'aller faire des études au niveau de Mbane, de mettre même un système d'information géographique participatif au niveau de Mbane. Et les résultats étaient sans appel. On s'était rendu compte que finalement, tout ce qu'on disait de Mbane n'existait pas, parce que tout simplement, la collectivité territoriale ne peut pas attribuer des terres au-delà de l'assiette foncière disponible. Ça, c'est une aberration. Mais par contre, la réalité, c'est que les gens avaient fait des doubles affectations. La même parcelle pouvait être vendue à plusieurs personnes en même temps, pourvu que ces personnes aient tout simplement de l'argent à dépenser. Donc il y a quelque part de la corruption, il y a quelque part de la gabégie, il y a quelque part de la malgouvernance. Et donc le SIG amène également de la transparence. Et il y a certains même qui disent que c'est parce que le SIG amène de la transparence que beaucoup de collectivités locales n'en veulent pas. Notamment celles où il y a des dirigeants qui sont véreux, qui ne sont mus que par leur propre intérêt, partisans notamment, et qui sont enclins finalement à dilapider les ressources, notamment foncières, au niveau de la collectivité territoriale. Ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est la définition d'itinéraires et de plans adaptés. Le SIG nous permet de calculer, de définir des chemins les plus courts pour aller du point A au point B, etc. Donc, de décider beaucoup plus facilement. On a aussi, et enfin, je termine par ça, les groupes d'utilisateurs.
Nous avons, de manière générale, bon, il y a une diversité extrêmement énorme. Hein. J'en cite juste quelques-uns qui sont fondamentaux, mais je parle en ce moment-là de groupe, je ne parle pas de particularité. Je parle des pouvoirs publics, on peut trouver des SIG au niveau des agences ministérielles, on peut trouver des SIG au niveau des directions, on peut trouver, bref, dans les agences, plutôt dans les démembrements de l'État, les pouvoirs publics, on peut trouver des systèmes d'information géographique. Mais on peut également trouver du système d'information géographique dans les collectivités territoriales. Vous prenez le cas de la commune de Guédiawaye. Guédiawaye a un SIG qui lui a été mis en place dans le cadre d'une coopération entre Castres-Mazamet, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet en France et la ville de Guédiawaye. Donc c'est un processus qui a duré plus de 6 ans, mais qui a permis aussi de mettre en place un SIG. À l'époque, j'étais doctorant, donc ça m'avait permis aussi de participer à la réalisation et de suivre aussi la mise en œuvre du système d'information géographique dont j'ai parlé également quelque part dans le cadre de ma thèse. Voilà. Donc il y a également les bureaux d'études, énormément. Voilà. L'idée c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Mais ce que je voudrais également mentionner lorsque je parle des catégories d'acteurs, c'est qu'en général, il n'y a pas d'individualité. C'est-à-dire que vous-même, lorsque vous utilisez le SIG, vous l'utilisez dans un but. Vous l'utilisez dans un but, vous êtes dans une agence, vous êtes dans un bureau d'études, vous êtes dans une collectivité, vous êtes dans un service de l'État. Okay? Par conséquent, vous n'êtes pas individualité, vous cessez d'être individualité, mais vous devenez membre d'un groupe. Voilà pourquoi je préfère parler de groupe d'utilisateurs. Les individualités, généralement, sont très rares. Parce que tout simplement, comme je le dis, on ne fait pas un SIG pour s'amuser. On fait un SIG pour répondre à une question. On fait un SIG pour répondre à des besoins. Et ces besoins sont en rapport avec le processus de prise de décision qui ont des impacts, ces décisions-là, sur le territoire, sur un territoire bien défini. Donc, de manière générale, c'est ça, l'utilité, les caractéristiques de l'information géographique, l'utilité du SIG, mais également les groupes d'utilisateurs du système d'information géographique.